Bonjour, je souhaiterais remercier le comité d'organisation pour cette invitation à vous parler de l'automatisme cardiaque et de ses conséquences cliniques. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, dans le cœur normal adulte, la fréquence cardiaque est commandée par l'activité électrique spontanée du nœud sino-atrial ou nœud sinusal au niveau de l'oreillette droite. L'activité électrique est propagée depuis les oreillettes vers les ventricules via le système de conduction afin de coordonner les battements du cœur. Alors, ici est représentée une coupe histologique d'un cœur de souris qui exprime la tomato sous le contrôle du promoteur HCN4, qui est donc le canal pacemaker. Donc, ceci veut dire que toutes les cellules des centres automatiques du cœur, et notamment du nœud sinusal, vont exprimer la tomato et donc vont être rouges. Et en effet, après dissection du nœud sinusal de ces souris, on observe ici en bas une population hétérogène de cellules, avec des cellules pacemaker qui sont rouges et puis des cellules non rouges qui sont des cellules atriales pour la plupart et dont on voit les noyaux en bleu. Alors, lorsque ce nœud sinusal dysfonctionne, ceci se traduit par plusieurs troubles, notamment la bradycardie sinusale, l'insuffisance cardiaque chronotrope, le syndrome de bradycardie-tachycardie, les blocs sino-atriales et aussi la paralysie sinusale. Alors, bien que les dysfonctions sinusales puissent avoir comme origine l'hérédité ou une origine familiale, ou bien l'ischémie, l'insuffisance cardiaque, etc., elles sont dans la majorité des cas liées à l'âge. Et le sujet âgé peut souffrir d'asthénie, de dyspnée et dans les cas les plus graves, de lipotymie et de syncope. Sa prévalence croît avec l'âge et les mécanismes à l'origine de ces dysfonctions ne sont pas connus. Le plus souvent, les patients qui en souffrent vont nécessiter des appareillages et notamment par stimulateur cardiaque. Alors, en France, on implante environ 70 000 pacemakers par an et dans les 2/3 des cas, c'est pour cause de dysfonction sinusale. Donc, cette pathologie est un enjeu de santé publique et une meilleure compréhension de ces mécanismes physiopathologiques permettra de déterminer des alternatives ou des stratégies alternatives au pacemaker. Alors, au niveau de la cellule pacemaker, qui est représentée schématiquement ici, pour générer le rythme, on a deux théories qui s'affrontent. La théorie de l'horloge électrique ou voltage clock, qui est membranaire et qui va impliquer la participation de plusieurs courants ioniques, dont le courant IF que vous connaissez, puisque il est la cible de l'ivabradine. Ce courant IF va participer à la dépolarisation diastolique du potentiel d'action de la cellule pacemaker. Et puis la deuxième théorie, c'est celle de l'horloge calcique, qui elle est intracellulaire et qui correspond à des oscillations de calcium qui, via l'intermédiaire de l'échangeur sodium-calcium, vont également participer à cette phase de dépolarisation diastolique. Alors, bien que l'importance de ces deux horloges soit extrêmement controversée, on s'oriente aujourd'hui vers une intégration de ces processus et on parle de coupled clock system. Alors, bien sûr, ce système est finement régulé par le système neuro-hormonal et notamment la voie bêta-adrénergique. Et lors d'une stimulation des récepteurs bêta, on va avoir une augmentation d'AMP cyclique qui va être responsable des effets chronotropes positifs de ces cellules et donc du cœur en général. Alors, si on se replace dans un contexte pathologique, il est bien admis que la fibrose participe au phénotype de dysfonction sinusale chez le patient âgé, comme on peut le voir ici sur cette coupe histologique d'un nœud sinusal humain, mais il est également clair que les acteurs de la cellule pacemaker sont également impliqués, que ce soit dans la dysfonction sinusale familiale, avec l'identification de mutations sur certains canaux ioniques, et également les dysfonctions sinusales liées à l'âge, avec un remodelage de ces acteurs. Et au laboratoire, nous nous intéressons particulièrement à une famille de protéines que sont les phosphodiestérases ou PDE, qui dégradent l'AMPC et qui sont donc de fait impliquées dans la régulation de cette fonction pacemaker du cœur.
Alors, dans le cœur, on a principalement 4 familles de PDE qui dégradent la MPC. Et ces familles, nous avons montré dans l'équipe qu'elles sont cruciales pour réguler la fonction ventriculaire, mais également à l'étage atrial. Et ces familles de PDE, disons leur expression et leur activité, est remodelée en pathologie, que ce soit chez l'homme ou dans des modèles de façon similaire dans des modèles précliniques tels que le cochon ou le chien, et également chez le rongeur. En revanche, leur contribution respective dans la régulation de l'activité du nœud sinusal n'est pas définie. Et 2 récentes études publiées par le laboratoire ont montré que lorsqu'on surexprime 2 familles différentes de phosphodiestérase, la PDE2 ou la PDE4B, dans le cœur donc, de ces souris vont présenter une diminution de leur fréquence cardiaque, que ce soit le jour ou la nuit, dans les 2 cas. Et cette fréquence cardiaque, elle est mesurée par un système de télémétrie ECG sur souris vigile sur 24 heures, donc l'équivalent du Holter ECG chez le patient. Et en revanche, ce qu'on observe à long terme, c'est que les souris qui surexpriment PDE2 vont vivre plus longtemps, alors que celles qui surexpriment PDE4B vont mourir beaucoup plus vite. Donc, nous sommes dans l'équipe en train de disséquer les mécanismes qui sont à l'origine de ces phénotypes rythmiques distincts. Donc, en conclusion, il est fondamental de déterminer les mécanismes à l'origine de la génération et de la régulation de l'activité automatique cardiaque, et une étroite collaboration entre les chercheurs fondamentalistes et les cliniciens est essentielle pour le succès de ces projets. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette invitation, pour vous parler d'un problème qui est rendu de plus en plus difficile, qui est celui effectivement du traitement de l'insuffisance cardiaque. Ici, je vais me focaliser sur la fraction d'éjection basse, avec le problème délicat du rationnel des associations, car nous avons en effet de plus en plus de médicaments à utiliser ensemble. Voici mes relations d'intérêt. Alors, pourquoi effectivement on a besoin de polypharmacie? D'ailleurs, le terme polypharmacie a des connotations négatives. Il est souvent cité pour indiquer qu'il y a beaucoup trop d'interactions médicamenteuses et des effets indésirables. Ici, je voudrais avoir un ton positif de la polypharmacie parce que nous avons besoin de polypharmacie pour l'insuffisance cardiaque. Et parce que cette polypharmacie fonctionne, est efficace et réduit la morbidité et la mortalité. Et puis aussi parce que c'est mécanistiquement nécessaire. Nous avons besoin de plusieurs médicaments pour traiter les différents mécanismes qui sont en jeu dans l'insuffisance cardiaque. D'abord, nous avons besoin de nouveaux traitements. La maladie est encore là. Le déclin de la fonction cardiaque et le déclin de la fonction rénale sont inexorables, même sous traitement optimal. Le traitement optimal n'est pas atteint dans l'immense majorité des cas. Et puis, on entend souvent dire, nos patients ou nos collègues, « Mon malade est stable, donc il n'y a peut-être pas besoin de encore rajouter des couches. » Il n'y a pas de patient insuffisant cardiaque stable, et vous le savez bien. En effet, même si le malade est gardé à la maison, son caractéristiques cliniques et ses symptômes détériorent régulièrement. En effet, même s'il n'est pas symptomatique, vous savez qu'une fois sur 3, le décès cardiovasculaire est une mort subite qui ne s'annonce pas avant. Donc, on a besoin de traitement. Nous n'avons pas résolu la question d'insuffisance cardiaque. Alors, quand je dis ça, il faut aussi utiliser un rétroviseur et voir en effet que même si nous n'avons pas résolu la question, nous avons fait des progrès absolument considérables et ces progrès sont cumulatifs. Vous voyez à gauche de la diapositive l'insuffisance cardiaque modérée et sévère, à droite l'insuffisance cardiaque légère, et vous voyez les essais historiques des années 90 où nous avons dégringolé la mortalité avec une division de cette mortalité par 3 dans l'insuffisance cardiaque sous toutes ses formes, depuis le début de l'ère des essais cliniques randomisés jusqu'à maintenant. Donc un progrès absolument considérable. Mais il faut utiliser l'ensemble de ces médicaments ensemble pour pouvoir faire bénéficier les patients de ces progrès considérables. Et vous savez qu'un nouveau chapitre a été rajouté à ces progrès avec
les antagonistes des récepteurs SGLT2. Ici, je vous résume les résultats de AMP-Reduced. Vous savez qu'ils sont très similaires à DAPA-HF, avec empagliflozine et dapagliflozine respectivement. Et vous voyez que la morbide-mortalité est améliorée très nettement, la fonction rénale, le déclin de la fonction rénale est ralenti, et le nombre total des hospitalisations en surveillance cardiaque est diminué. Ces deux essais ont été réalisés, comme vous le voyez en bas de cette diapositive, qui résume les caractéristiques principales des patients, en plus du traitement conventionnel. Vous voyez qu'en bas, les patients étaient remarquablement bien traités dans ces essais cliniques. Ils recevaient des bloqueurs du système rénine-angiotensine, presque 20% recevaient du sacubitril/valsartan, 70% prenaient des antagonistes minéralocorticoïdes, et ainsi de suite. Donc, le bénéfice de cette nouvelle classe est bien en plus de ce qu'on a observé jusqu'ici. Nous avons publié récemment un papier pour expliquer quel serait le bénéfice optimal si on utilisait tous les médicaments en même temps, la quadruple thérapie. Et vous voyez en effet que ce bénéfice cumulatif est absolument remarquable, avec un nombre de patients traités de 4 patients pour éviter une mort sur 2 ans. 4 patients, 1 mort. Si on utilise tous ces médicaments en même temps. Et si on regarde toujours ce papier dans la Lancet, cette fois-ci sur le plan longitudinal, de combien d'années on peut prolonger la vie des patients en utilisant tous ces médicaments ensemble, y compris les bloqueurs du SGLT2. Vous voyez que ça dépend effectivement à quel âge vous commencez le traitement. À gauche, si votre patient a 55 ans et vous commencez le traitement à l'âge de 55 ans, vous voyez que la prolongation de survie est de 6 années. Vous faites gagner vos patients 6 années de survie si vous utilisez tous les médicaments ensemble. Ces données sont basées sur le résultat des essais cliniques. C'est du factuel, de preuves très fortes. Si vous commencez un peu plus tard, naturellement, 65 ans, la prolongation est encore substantielle. 4 années et demie de vie gagnée en utilisant les médicaments ensemble. Donc, j'espère vous avoir convaincu que les médicaments sont essentiels. Maintenant, pourquoi, justement, ces médicaments ensemble marchent? Parce que, vous le voyez ici, dans le cœur de cette diapositive, les mécanismes cardiaques, rénaux, vasculaires sont multiples. Et il faut plus d'un médicament pour arriver à corriger tous ces mécanismes de compensation négative, que ce soit la rétention hydrosodée, l'hypervolémie, l'assimilation du système rénine-angiotensine-aldostérone, l'inflammation, l'ischémie et bien sûr les problèmes énergétiques du myocarde. Vous voyez aussi qu'au chapitre classique que vous connaissiez, dont le dernier est à gauche de cette diapositive, l'inhibition de l'anéprélisine, il y a eu à droite l'addition de ce nouveau chapitre, l'inhibition de SGLT2, qui agit sur des mécanismes complètement différents, sur l'énergie du myocarde principalement, mais aussi sur le canal glucose-sodium au niveau du rein. Et vous voyez au milieu de la diapositive 2 nouveaux médicaments pour lesquels il faut encore chercher des places et qui viendraient éventuellement en plus, bien sûr, l'inhibition du guanylate cyclase, qui agit sur un mécanisme complètement non modifié par les médicaments jusque-là. Et puis, bien sûr, l'inotropie elle-même, la stimulation de la contraction cardiaque avec le mecaptive mecabrel, même si on n'est pas sûr, donc, si on va disposer de ce médicament, si les laboratoires qui l'ont développé vont pouvoir le commercialiser. Alors, la diapositive résume ici justement le rationnel de la polypharmacie. Il y a en effet 5 voies mécaniciques que nous connaissons, et il y en a sûrement d'autres. Pour opposer ces 5 voies mécaniciques, nous avons 4 classes médicamenteuses, et à l'extrême droite, il y a d'autres classes qui viennent en plus, éventuellement, si tout ça ne marche pas, dans certaines conditions, aider cette quadrithérapie. Et donc, pour terminer, voilà maintenant les 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et nous avons introduit ce concept de 4 piliers, 4 médicaments en 4 semaines. Alors évidemment, on peut discuter pendant longtemps par quel médicament commencer. Et je crois
sincèrement que c'est une discussion stérile. Ce papier va être publié prochainement dans Circulation qui montre une méthode de séquençage possible, mais je ne vais pas insister sur quelle séquence puisque je peux terminer par l'adage très rapide. Je m'en fiche comment vous y arrivez, mais vous avez besoin d'y arriver dans l'ordre ou le désordre, en moins de 4 semaines, moins de temps encore si c'est possible. Essayez de mettre tous vos patients sur ces 4 médicaments nécessaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour à tous, je suis Hafid Aïtoufela, je travaille au Centre de recherche cardiovasculaire de Paris et je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes immuno-inflammatoires impliqués dans la physiopathologie de l'athérosclérose et comment la compréhension de ces mécanismes ouvre aujourd'hui des options thérapeutiques. Ici mes conflits d'intérêts, donc on parle aujourd'hui d'athérosclérose, qui est cette lésion qui se développe aux dépens des artères de moyen et grand calibre, qui essentiellement symptomatique lorsqu'elle se complique, comme vous pouvez le voir ici avec cette rupture de chape fibreuse et la formation d'un thrombus obstructif. À ce moment-là, on parle d'athérothrombose. L'occlusion coronaire va être responsable d'une ischémie d'aval et d'un infarctus du myocarde, et on a compris depuis quelques années que cette ischémie est responsable également d'un recrutement de cellules inflammatoires qui va localement aggraver les dommages myocardiques et également aggraver l'inflammation vasculaire, d'une espèce de cercle vicieux. Donc, cibler l'inflammation va avoir probablement un rôle bénéfique à la fois sur la paroi vasculaire et à la fois sur le remodelage cardiaque post-ischémique. Ici, un exemple d'un travail expérimental où on ligature la coronaire pour mimer un infarctus chez la souris sensible à l'athérosclérose. Et comme vous pouvez le voir, la souris chez qui on fait un infarctus du myocarde a une augmentation considérable de l'attaque des plaques d'athérosclérose ici quantifiées et de l'inflammation dans la paroi vasculaire. Donc, lorsqu'on cible cette inflammation, on va être bénéfique sur les deux territoires. Alors, l'inflammation, c'est un terme général, mais on sait que les cellules de l'immunité innée et également de l'immunité adaptative sont impliquées dans la physiopathologie de l'athérosclérose. Certains acteurs sont pathogènes, vont favoriser le développement de la maladie, et d'autres vont limiter le développement. On parle de voies anti-athérogènes, anti-inflammatoires, soit des cytokines, soit certaines populations cellulaires comme les T-régulateurs qui vont bloquer les acteurs pathogènes. Et lorsqu'on envisage des stratégies, on peut soit bloquer des voies pro-athérogènes, soit amplifier des voies anti-athérogènes. Le premier exemple que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est sur les cellules myéloïdes, notamment un récepteur exprimé par les monocytes macrophages qui s'appelle TREM1, qui semble une cible intéressante dans l'athérosclérose. TREM1 appartient à la famille des immunoglobulines, il est exprimé par les cellules myéloïdes, et comme vous pouvez le voir ici sur cet exemple, c'est un amplificateur de la réponse des toll-like récepteurs, et donc ici une production cytokinique par des monocytes. Et lorsqu'on stimule les toll-like récepteurs et TREM1, vous voyez, vous avez une énorme augmentation de la production de TNF ou d'IL-1β. Nous avons déjà montré dans un travail récent que TREM1 est exprimé dans les plaques d'athérosclérose chez la souris qui colocalise avec les macrophages. Il est également exprimé dans les plaques humaines, ici carotidiennes, surtout dans les zones riches en lipides, essentiellement dans les plaques inflammatoires. Pour étudier son rôle, nous avons, comme d'autres collègues ensuite, invalidé ce récepteur chez des souris sensibles à l'athérosclérose et nous avons montré que son invalidation régule un certain nombre de voies impliquées dans la physiopathologie de l'athérosclérose, comme la production cytokinique, le stress oxydatif ou l'endocytose des lipides. Et donc, lorsqu'on l'invalide, on a un effet très protecteur, puisque chez la souris sensible à l'athérosclérose, on réduit le développement de l'athérosclérose et l'inflammation dans la plaque. Nous avons également développé une stratégie thérapeutique avec un peptide nommé LR12 qui bloque in vivo les ligands endogènes de TREM. Et chez cette souris, vous voyez que l'effet du LR12 est notable avec un développement des lésions et de l'inflammation dans la plaque. Dans les modèles murins d'athérosclérose, nous avons également identifié cette expression de TREM dans les tissus infarcis et dans les zones péri-infarcis, essentiellement par les cellules myéloïdes et les neutrophiles. Et cette infiltration et ce marquage de TREM a également été identifié dans des biopsies humaines. Et le blocage de TREM, soit avec l'invalidation génétique ici en bleu, soit par un peptide bloquant in vivo TREM, est très bénéfique puisqu'elle réduit la taille d'infarctus chez la souris à différents temps et préserve la fonction contractile du ventricule gauche. Donc cibler TREM1 est une des futures options thérapeutiques dans les maladies cardiovasculaires athérothrombotiques et on pourrait d'ailleurs envisager une approche ciblée
puisque le taux plasmatique de trème soluble qui est libéré après son activation, donc qui permettrait d'identifier peut-être les meilleurs candidats pour être ciblés, est associé, après ajustement sur un certain nombre de facteurs, au risque de MACE, essentiellement de mort ou de récidive d'infarctus à 2 ans. Une deuxième approche consistera à cibler les cellules des unités adaptatives des lymphocytes, et essentiellement les lymphocytes dits de B2. Et une stratégie que nous avons testée, c'est de dépléter les lymphocytes B avec un anticorps anti-CD20, qui est l'équivalent humain étant le rituximab. Et lorsque vous déplétez les lymphocytes B, vous voyez, vous avez une efficacité extrêmement importante à près de 400% à 6 semaines et à 12 semaines. Cet effet est majeur sur les populations B et induit une désactivation des autres populations comme les lymphocytes T, avec une diminution de leur prolifération in vivo et une diminution de leur production d'interféron gamma, une cytokine pro-hétérogène. Donc la B-déflexion est protectrice dans différents modèles chez la souris, avec une réduction significative de la taille des lésions dans le sinus aortique et le long de l'aorte thoraco-abdominale. Nous avons également testé cette stratégie dans des modèles d'infarctus chez la souris et montré que la déplétion B est également protectrice, ici sur la fraction de raccourcissement en échographie, et également une réduction de la taille d'infarctus. Et pour faire une longue histoire, un message simple, nous avons montré que ces lymphocytes B, qui sont activés en phase aiguë d'infarctus par des débris cellulaires, produisent une chimiokine CCL7 qui va mobiliser les monocytes depuis le compartiment médulaire vers le sang et dans le corps infarci, et que la B-déplétion, finalement, limite le recrutement des monocytes dans le cœur et leurs dommages locaux. Une troisième approche, cette fois, plutôt que de bloquer une population pathogène et de promouvoir une population protectrice, et une des populations protectrices identifiées dans les maladies cardiovasculaires, ce sont les lymphocytes T régulateurs, dits Treg ici, et nous avions été les premiers, il y a une quinzaine d'années, à montrer leur rôle bénéfique chez la souris. Ici, un modèle murin sensible à l'athérosclérose, où vous avez un groupe contrôle. Ici, un groupe déficient en T-régulateur où vous avez une accélération de plus d'un facteur 2 du développement de la maladie. Et enfin, un groupe ici où on retransfère des T-régulateurs et on prévient l'accélération de la maladie. Donc les Treg sont protecteurs dans les maladies cardiovasculaires athérothrombotiques, en tout cas chez la souris. Et également dans le remodelage post-infarctus, ici un travail d'une équipe allemande qui évalue l'effet de la déplétion des T-régulateurs avec un anticorps anti-CD25 dans un modèle d'infarctus par ligature coronaire. Et vous voyez l'effet de la déplétion des T-régulateurs ici en noir s'accompagne d'une surmortalité post-infarctus et d'un remodelage délétère, puisqu'ici on a une dilatation ventriculaire gauche plus marquée que dans le groupe contrôle. Donc les T-régulateurs sont protecteurs, puisqu'ils bloquent la réponse T pathogène de type TH1 et potentiellement de type TH2. La question, c'est comment est-ce qu'on expand in vivo ces T-régulateurs. Et une des stratégies, c'est d'utiliser des faibles doses d'IL2. Ici, un travail où on complexe l'IL2 avec un anticorps anti-IL2 pour le stabiliser. On l'injecte de façon répétée chez la souris. Et avec cette approche, on augmente considérablement les T-régulateurs et dans la rate et dans les plaques d'athérosclérose. Et in fine, on arrive à limiter le développement de l'athérosclérose. Donc en conclusion, il existe clairement un rôle de la réponse immune innée adaptative dans le développement de l'athérosclérose et également dans le remodelage cardiaque post-ischémique, et que ça ouvre la porte à des stratégies thérapeutiques immunomodulatrices qui vont soit tendre à bloquer ces réponses pathogènes, je vous ai montré 2 exemples, TREM1 et les lymphocytes B, soit promouvoir des réponses anti-athérogènes avec l'expansion des Treg endogènes avec des faibles doses d'IL2. Je vous remercie pour votre attention et je remercie tous mes collaborateurs en France et à l'étranger. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à distance pour ce congrès des JESFC. Je suis Antonin Trimaille du CHU de Strasbourg et je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour cette session sur le rétrécissement aortique avec la question suivante: peut-on éviter le remplacement de la valve? Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Rapidement en introduction, le rétrécissement aortique correspond à une diminution progressive de l'ouverture de la valve aortique qui va gêner l'éjection du sang entre le ventricule gauche et l'aorte. C'est la valvulopathie la plus fréquente dans les pays développés et la cause principale est d'origine dégénérative. Au stade de sévérité, le rétrécissement aortique va entraîner une insuffisance cardiaque qui compromet le pronostic à court et moyen terme et qui nécessite un traitement qui peut actuellement être uniquement un remplacement de la valve selon 2 méthodes, chirurgicale d'une part et percutanée d'autre part, c'est le TAVI. Et malgré des avancées considérables de ces 2 méthodes ces dernières années, elles conservent des complications potentielles
hémorragiques, thrombotiques, infectieuses en particulier, ainsi qu'un coût socio-économique important qui justifie une recherche intense d'un traitement médical capable de freiner l'évolution du rétrécissement aortique et ainsi d'éviter le remplacement de la valve. Alors, pour bien comprendre les différentes cibles thérapeutiques qui existent, il faut comprendre la physiopathologie du rétrécissement aortique. Une valve normale est recouverte d'un endothélium, comporte 3 couches, la fibrosa, la spongiosa et la ventricularis, le type cellulaire prédominant étant la cellule valvulaire interstitielle ou VIC. Et secondairement aux forces biomécaniques qui s'exercent en permanence sur la valve, il va survenir une dysfonction et une lésion de l'endothélium qui permet l'infiltration de lipides et de cellules inflammatoires, le tout menant à un intense stress oxydatif et à une inflammation qui va activer la VIC d'un état quiescent vers un état activé avec un phénotype myofibroblastique à l'origine de fibrose, puis vers un phénotype ostéoblastique avec la formation de calcification. Et toutes ces étapes sont autant de cibles potentielles pour des médicaments capables de freiner cette physiopathologie du rétrécissement aortique. Et je vous propose de faire un rapide tour d'horizon de ces cibles en passant par les 3 les plus étudiées. Et en commençant avec la dysfonction endothéliale, alors comme au niveau vasculaire, l'endothélium valvulaire produit du monoxyde d'azote, le NO, qui active au niveau de la VIC la guanylate cyclase soluble qui en réponse produit du GMP cyclique avec des effets bénéfiques anti-inflammatoires et anti-calcifiants. Et secondairement aux lésions endothéliales qui surviennent, il y a une altération de la voie du NO précocement au cours du rétrécissement aortique et de plus, du fait du stress oxydatif, une oxydation de la guanylate cyclase qui devient insensible au peu de NO qui lui parvient. Et donc l'idée a été d'agir sur cette voie avec tout d'abord le riociguat, médicament bien connu dans l'hypertension pulmonaire, capable de stimuler la guanylate cyclase, et surtout avec l'ataciguat, qui est un activateur de la guanylate cyclase oxydée, capable de réactiver cette guanylate cyclase pour qu'elle synthétise de nouveau du GMPC, et 2 essais cliniques sont en cours avec l'ataciguat. Deuxièmement, il y a l'infiltration lipidique. L'infiltration lipidique, c'est probablement la cible qui a été le plus étudiée dans le rétrécissement aortique, tout d'abord avec les statines. Si on soumet un lapin à un régime riche en cholestérol, on va observer un épaississement de ces valvules aortiques avec le développement de quelques calcifications. Si, en plus de ce régime riche en cholestérol, on lui donne une statine, ici c'était l'atorvastatine, eh bien on observe une diminution de l'épaississement de la valve aortique ainsi que de la survenue des calcifications. De plus, dans des études observationnelles chez l'homme, on a observé une association entre la prise de statine et les événements en rapport avec le rétrécissement aortique. Et donc, c'était avec beaucoup d'enthousiasme qu'au début des années 2000, des essais contrôlés randomisés ont été lancés sur l'utilisation des statines dans le rétrécissement aortique, mais n'ont malheureusement pas permis de montrer des effets bénéfiques sur l'évolution hémodynamique du rétrécissement aortique, la survenue de calcification et le remplacement de la valve aortique, et également dans la méta-analyse de ces différents essais. Une autre cible lipidique est la lipoprotéine petitale. LP petitale est bien connue dans l'athérosclérose, avec des effets pro-thrombotiques et pro-inflammatoires bien montrés, et depuis quelques années, elle est de plus en plus étudiée dans le rétrécissement aortique, où elle possède des effets d'accélération de la calcification. Et donc l'idée est de diminuer le niveau de LP petita, et les statines n'ont que peu d'effet sur cette lipoprotéine, au contraire des inhibiteurs de PCSK9. Dans une analyse exploratoire de l'étude Fourier, les patients qui avaient reçu de l'évolucumab ont montré une diminution de l'incidence de nouveaux diagnostics de rétrécissement aortique et de remplacement de la valve aortique en comparaison avec les patients sous placebo. Et dans une étude fondamentale toute récente, il a été démontré qu'au cours du processus de calcification in vitro des VIC, il existe une surexpression de la protéine PCSK9 et de son ARN messager, et que si on soumet en culture ces VIC à un anticorps anti-PCSK9, on arrive à diminuer la calcification. Et enfin, il existe une surexpression de PCSK9 dans les valves de patients avec rétrécissement aortique en comparaison avec des valves contrôle. Enfin, la calcification a également été très étudiée, avec tout d'abord l'effet de la vitamine K. Dans les études observationnelles, on observe également une association entre la prise d'antivitamine K, en particulier la warfarine, et la survenue de calcification de la valve aortique. Cet effet passe par l'inhibition, par les antivitamines K, d'une protéine anticalcifiante, qui est la matrix glycoprotéine ou MPG, qui nécessite pour être active une carboxylation vitamino-K dépendante, et donc en présence d'antivitamine K, elle n'est pas activée et rapidement dégradée. Et plusieurs essais contrôlés randomisés ont également été lancés, 2 sont en cours, et le premier, dont on a reçu les résultats en 2017, a montré que la supplémentation en vitamine K pouvait avoir des effets intéressants au niveau
de la diminution de la survenue de calcification valvulaire, bien qu'il n'y avait aucun effet sur l'évolution hémodynamique du rétrécissement aortique. Enfin, il existe un lien étroit entre le rétrécissement aortique et l'ostéoporose. Les patients avec le plus de calcification valvulaire sont aussi ceux qui ont une densité minérale osseuse la plus faible. Cette relation vient probablement du fait de l'interaction entre des ostéoclastes et les ostéoblastes, bien connus dans le remodelage osseux, mais qui serait également impliquée dans le rétrécissement aortique, comme une étude l'a montré en 2013. Et de plus, dans les études observationnelles, on a observé que les traitements anti-ostéoporotiques, en particulier les bisphosphonates, la calcitonine et les modulateurs du récepteur aux oestrogènes, étaient associés à une moindre évolution hémodynamique du rétrécissement aortique. Et donc, deux médicaments principaux sont étudiés. Premièrement, les bisphosphonates, qui sont des analogues du pyrophosphate inorganique, avec des effets anticalcifiants. Et deuxièmement, le denosumab, qui est un anticorps monoclonal anti-RANK-ligand, qui est commercialisé dans l'ostéoporose et qui inhibe la voie RANK-ligand, impliquée à la fois dans la résorption osseuse et dans la calcification aortique. Et un essai clinique est en cours, l'essai CELTIR-2, qui étudie à la fois donc, le denosumab et les bisphosphonates, l'acide hyaluronique, chez des patients avec un rétrécissement aortique au moins modéré. Les inclusions sont terminées, le suivi est en cours et donc on devrait bientôt recevoir les résultats. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que la recherche est intense dans le rétrécissement aortique. Elle est également complexe du fait de l'hétérogénéité des cibles potentielles, mais plusieurs essais en cours permettent de garder espoir sur la recherche d'un médicament capable de freiner l'évolution du rétrécissement aortique et ainsi d'éviter le remplacement de la valve. Je vous remercie et à bientôt.